Merci, entrez, installez. On est nombreux ce matin. On va être nombreux pour pouvoir débattre d'un sujet épineux. Installez-vous. Tenez Tristan là-bas, Alexandre. Bonjour à tous. Alors, que peut-on, que doit-on faire face à la domination d'une poignée de quelques-uns? C'est la question que se pose le secteur des médias, un secteur qui, après avoir accompagné leur montée en puissance pendant une bonne quinzaine d'années, se sont rendus compte que ces opérateurs étaient devenus des géants qui régnaient sans partage sur les activités qu'ils ont investies. Google, avec son moteur de recherche, son navigateur, et puis avec la plateforme vidéo YouTube qu'ils ont acquis en 2006, Facebook avec son réseau social, puis les rachats d'Instagram, de WhatsApp, Amazon, avec sa mainmise sur le commerce, on pourrait les énumérer. Ils sont quelques-uns à être devenus incontournables sur un, voire sur plusieurs marchés. Incontournables, cela signifie qu'il faut soit travailler avec eux, si on veut vendre notamment dans le e-commerce, ou si on veut promouvoir ses contenus quand on est avec Facebook ou avec Google, avec les liens. Et puis, ça veut dire aussi qu'il faut passer par ces millions d'utilisateurs qui sont réunis, des utilisateurs qui sont prêts à céder, toutes leurs informations, toutes leurs données personnelles pour avoir accès à ces services. Et puis, incontournable, ça signifie que si on veut s'échapper, il va falloir essayer de créer une alternative, une offre au moins aussi importante que la leur, mais peut-être plus respectueuse des utilisateurs. Alors, faut-il, Céline le disait, s'en accommoder ou s'organiser? On va voir ça ce matin avec nos invités. Mais pour comprendre en fait cette hégémonie, nous allons d'abord écouter Alexandre de Cornières, qui est professeur à l'École d'économie de Toulouse et qui va nous dresser un état des lieux. On vous écoute, Alexandre. Est-ce que le micro marche? Oui, c'est bon. Bien, bonjour à tous. Merci Didier pour cette invitation. Je suis très heureux de participer à ce débat. Par contre, est-ce qu'on peut voir? J'ai préparé des slides, voilà. Alors, j'ai 10 minutes pour vous parler du marché de la publicité. Et déjà pour comprendre comment marche le pointeur. Voilà. Alors, comme vous le savez tous, la publicité, c'est le mode principal de financement de l'industrie des médias. Donc, si vous voulez, on va dire le secteur de la presse traditionnelle, c'est en général de l'ordre de 70% des revenus proviennent de la publicité. Et davantage encore sur les médias en ligne, dont la plupart, une grande majorité est gratuite, et donc financée exclusivement par la publicité. Et donc, en fait, le business model des médias, si on veut caricaturer un peu, mais pas tellement finalement, c'est de dire que ce sont des marchands d'attention. Okay, c'est-à-dire qu'ils investissent dans la qualité du contenu, ils produisent du contenu pour attirer des consommateurs, dont ensuite ils vendent l'attention auprès des annonceurs. Et à ce titre, le fait que ce soit si important, bien sûr, le marché de la publicité, le bon fonctionnement du marché de la publicité est essentiel pour garantir un bon fonctionnement de l'industrie des médias. Alors, pour vous donner quelques chiffres, la publicité en ligne en France, ça représente un peu plus de 4 milliards d'euros. Et depuis 2 ou 3 ans maintenant, ça a dépassé les montants de publicité à la télévision. Et c'est un secteur qui est en forte croissance, avec des taux annuels régulièrement au-dessus de 10%. Qu'est-ce qui est spécifique à la publicité en ligne? D'abord, c'est un secteur qui a innové à plusieurs niveaux. On a une richesse de nouveaux formats. La première entreprise qui a vraiment rencontré le succès dans le secteur de la publicité en ligne, c'est Google, grâce à leur système de ce qu'on appelle le search advertising, c'est-à-dire c'est la possibilité de cibler des publicités quand vous entrez une requête, et donc vraiment d'atteindre un consommateur au moment précis où il a révélé son intention d'acheter un produit ou de chercher quelque chose. Ça, c'est la première innovation, ça a rencontré beaucoup de succès, ça a permis à Google de gagner beaucoup d'argent. La deuxième innovation, c'est en termes de distribution, avec une généralisation de la vente programmatique de la publicité, c'est-à-dire des enchères en temps réel. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous entrez l'adresse d'un site internet et le moment où le contenu de la page s'affiche, donc il s'est passé moins d'un dixième de seconde, et il y a eu tout un tas d'intermédiaires qui ont été contactés pour permettre en fait de cibler la publicité que vous voyez. Donc il y a des nouveaux mécanismes de ciblage, de reciblage, le retargeting, qui permet en fait à des intermédiaires de vous montrer une pub parce que dans le passé récent, vous avez exprimé un intérêt dans un produit. On a tous vécu ça. Hein, on se fait bombarder de publicité sur un hôtel parce qu'on a montré qu'on voulait partir en vacances quelque part. Alors, pour vous faire
le panorama simple, en fait, ça n'existe pas de l'industrie. C'est une industrie qui est très compliquée. Okay, donc ici, je vous montre tout un tas d'intermédiaires. Oui, je ne m'attendais pas à ce que vous puissiez lire, mais là, c'est encore pire que ce que j'imaginais. C'est tout un tas d'intermédiaires qui interviennent sur le marché de la publicité. Donc, entre la firme qui souhaite passer une annonce et l'éditeur sur le site duquel l'annonce va passer, vous voyez, il y a une quantité incroyable d'intermédiaires. Ça montre en fait la multiplicité des rôles dans l'industrie. Donc certains de mes co-intervenants sont présents dans ces cases. Et ça montre aussi l'innovation et toutes les prouesses technologiques qui ont été nécessaires pour aboutir où on en est aujourd'hui. Alors, malgré ce marché qui peut apparaître fragmenté, quand on regarde la part des revenus, cette image de fragmentation elle disparaît tout de suite, puisque ce qu'on voit, c'est que Google et Facebook, notamment, accapare la majorité des revenus. Donc si vous voulez, sur la deuxième ligne, vous avez ici le pourcentage des dépenses en publicité sur Internet qui vont aux firmes, et vous voyez que Google et Facebook, ça fait 60% à eux deux. Facebook est absolument dominateur sur le marché des publicités sur les réseaux sociaux, avec 83%. Et puis sur la téléphonie mobile, qui est de plus en plus importante, ils ont également 2 tiers à 2. Alors on a rajouté sur la figure Amazon, qui jusqu'à peu était en fait un acteur beaucoup plus petit sur le marché de la publicité, mais qui croît très rapidement et qui maintenant est bien installé en numéro 3 et menace de rattraper les 2 autres. Hop. Alors, comment expliquer cette domination? Donc très rapidement, la première chose évidente, c'est que Google, Facebook proposent des produits qui sont très populaires auprès des consommateurs. Le moteur de recherche Google était très performant et c'est ce qui lui a permis vraiment de gagner des parts de marché. Facebook, c'est un produit qui est très apprécié des consommateurs. Avec aujourd'hui, ils ont en France, pour vous dire, 30 millions d'utilisateurs chacun, ce qui est quand même assez énorme. Et au-delà de ça, ils ont un modèle d'intégration verticale, c'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui vendent leur publicité sur leur site. Okay, donc ils ne font pas appel à quelqu'un d'autre pour vendre des publicités, à la différence de la plupart des autres éditeurs de contenu. Mais au-delà de cette qualité intrinsèque des produits, ils bénéficient d'autres atouts, et c'est la présence notamment d'effets de réseau. Donc l'effet de réseau, vous avez peut-être entendu parler, c'est l'idée selon laquelle un produit a d'autant plus de valeur pour un utilisateur qu'il est utilisé par d'autres utilisateurs. Donc pour Facebook, c'est très facile à comprendre. Hein. Plus Facebook a d'utilisateurs, plus je peux communiquer avec mes amis. Mais pour Google, ça existe également indirectement via les données. C'est-à-dire que plus Google répond à des requêtes, plus il accumule de données sur la pertinence de certaines requêtes. Et voilà, quand les gens ont tapé telle requête, ils sont intéressés par tel résultat. Et donc plus ça lui permet d'augmenter la qualité de son algorithme. Donc ça fait en fait ces effets de réseau et le fait aussi la structure des coûts qui font qu'ils ont un coût unitaire très faible et que la plupart des coûts sont des coûts fixes. En fait, ce sont des facteurs qui favorisent l'émergence de ce qu'on appelle dans notre jargon économique des monopoles naturels, c'est-à-dire des industries où en fait, même si on laisse le jeu de la concurrence avoir libre cours, on aboutit à une industrie où finalement il y a une ou deux grosses firmes qui dominent le marché. Au-delà de ça, ils ont également su acquérir, donc ils ont su passer au mobile, donc ils ont eu le nez fin au niveau de la stratégie, mais d'un point de vue stratégique, ils ont également acquis certaines firmes qui leur ont permis d'asseoir et de conforter cette position de dominance. Donc si on pense par exemple à Google, il y a bientôt un peu plus de 10 ans d'ailleurs, ils ont acquis DoubleClick, qui était une plateforme aussi d'intermédiation de publicité, donc qui permettait en fait à un site tiers, par exemple un journal qui souhaite vendre de la publicité, passer par DoubleClick pour vendre ses espaces publicitaires aux annonceurs. En fait, en rachetant ça a permis à Google d'établir vraiment une position dominante, à la fois sur le marché de la pub display. Donc la pub display, c'est la pub qu'on voit quand on consulte du contenu vous allez sur Le Monde, sur L'Équipe, etc. Vous voyez une pub, ça c'est ce qu'on appelle display. Donc maintenant, ils sont dominateurs à la fois sur ce marché et sur le marché search. Pour Facebook, ils ont acquis Instagram, WhatsApp, donc des firmes qui étaient potentiellement des rivales et qui finalement, et d'ailleurs peut-être beaucoup de commentateurs critiquent le fait qu'on leur ait laissé acquérir ces firmes, mais voilà, ils l'ont fait et donc ça leur a permis d'asseoir cette position. Alors,
Quelles conséquences, que faire face à cela? Alors moi, je me place du point de vue de l'économiste, du point de vue de la régulation. Je laisserai mes co-intervenants parler de stratégie et de comment réagir dans l'industrie. Mais en tant que pouvoir public, et voilà, est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette position? Il y a tout d'abord un rappel, je pense salutaire, qu'il faut faire, c'est que une position de monopole en soi n'est pas illégale. Hein, c'est-à-dire que, et d'autant plus qu'elle a été acquise suite à une innovation technologique, c'est quelque chose que la plupart des économistes s'accordent à dire. On ne doit pas condamner une entreprise pour le simple fait qu'elle soit un monopole. En revanche, ce sur quoi il faut faire très attention, c'est que la firme n'abuse pas de cette position dominante. Okay, et là-dessus, les autorités de la concurrence sont vigilantes. On a vu Google qui a été condamné à 3 reprises et Facebook par la Commission européenne, Facebook est en ce moment dans une ou plusieurs même procédures pour abus de position dominante. C'est l'idée selon laquelle ils utilisent cette position dominante pour entraver le jeu de la concurrence. Donc ça, il faut faire très attention. Hop, allez. Que faire? Donc, bien sûr, en 10 minutes, moi, je ne peux pas vous faire un topo de la régulation. C'est une question très complexe. Ce que je veux, la régulation des plateformes, ce sur quoi je veux juste parler, si vous me permettez une minute, c'est sur deux initiatives récentes qui, je pense, illustrent bien la complexité du sujet. Tout d'abord, il y a la directive européenne sur le droit d'auteur, on va dire, dont l'objectif est de permettre aux médias, en particulier sur la taxe, la link tax, donc c'est-à-dire l'idée selon laquelle on va demander aux plateformes de payer les médias quand elles diffusent des liens sur leur contenu. Et donc ça, en fait, c'est, je pense, assez problématique, notamment parce qu'en fait, les firmes, on a vu avec l'expérience de Google News en Espagne, en Allemagne, vont probablement ont suffisamment de pouvoir pour résister à ça. Et d'autre part, parce que, en fait, finalement, peut-être que le système actuel, il n'est pas dit que ce soit pas déjà du gagnant-gagnant. Et donc il y a un risque réel aussi, je pense, avec ce genre de régulation, de jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Donc c'est-à-dire c'est vraiment de pénaliser l'innovation en empêchant certaines plateformes de développer des nouvelles pratiques. Et puis enfin sur la confidentialité des données, donc on a la récente réglementation générale sur la protection des données, qui est sans doute un pas dans la bonne direction. Au niveau de la confidentialité, mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, si on s'inquiète de la domination des GAFA, et notamment de Google et Facebook, on a un problème, parce qu'en fait, la RGPD, on va dire, je pense, empêche les entreprises qui initialement n'ont pas de données d'acquérir ces données et d'entrer sur le marché, alors que Google et Facebook, finalement, eux, ils ont déjà les données, et en fait, finalement, il y a un risque réel que cela renforce leur position. J'ai fini. Merci Alexandre. Résumé assez clair, assez vulgarisateur dans le bon sens du terme de ce que peut être cet état des lieux, ce marché. On voit la difficulté avec, on l'aura compris, on ne va pas parler que de ça, mais il y a quand même le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent, la publicité, le financement par la pub. Google, les 2/3 de ses revenus sont générés par la pub. Qui dit publicité dit qu'il faut qu'il y ait des annonceurs, des marques qui communiquent et de l'audience. Jean-Luc Chétrit, vous représentez l'Union des marques, vous parlez au nom d'une grande partie des annonceurs. Est-ce qu'aujourd'hui, cette situation qu'on vient de décrire, est-ce qu'elle est encore acceptable pour les marques? Est-ce qu'ils sont, comme je le disais tout à l'heure, obligés de passer par ces plateformes? Et si tel est le cas, est-ce qu'elles ne risquent pas à un moment donné de se voir imposer des règles? Alors, je crois que le résumé a été très, très intéressant parce qu'il a démontré en effet que ces plateformes ont créé des services, des réseaux qui sont utilisés par l'essentiel des personnes qui sont ici. Particulièrement parce que sur mobile, elles ont été capables d'offrir une expérience et d'un point de vue marque, elles ont non seulement inventé une nouvelle expérience publicitaire, moins intrusive, plus native, mais elles ont aussi permis de personnaliser une relation. Et c'est un élément qu'il ne faut pas oublier non plus dans ce que proposent ces plateformes, c'est que ce sont des outils, des plateformes qui vivent sur des revenus publicitaires, mais qui offrent de nouvelles formes de relations entre les marques et leur public,
en permettant que, par exemple, je suis une marque de mode, je peux diffuser un défilé de mode en direct par ces plateformes et les faire, la faire voir par un public large. Voilà ce qu'il nous emmène. Et il ne faut absolument pas le contester, c'est un fait. C'est même un challenge pour l'ensemble des acteurs que de pouvoir répondre à ce challenge-là. Maintenant, comme dirait, je vois qu'avec Raphaël, on cite souvent, vous allez voir, c'était une citation vraiment très élevée, puisque c'est Spider-Man, quand on a beaucoup de pouvoir, on a beaucoup de responsabilités. Et en l'occurrence, appelons un chat, ces plateformes n'ont pas respecté suffisamment leur public et les marques qui les financent. Elles n'ont pas respecté le public parce qu'elles se sont permis à plusieurs reprises, on l'a vu, d'utiliser un certain nombre de données, de les perdre ou de les laisser se diffuser d'une façon qui n'était pas protégée. Et elles n'ont pas, et je vais être court sur ce sujet parce que je pense qu'on complétera les uns et les autres ce point de vue, mais vis-à-vis des marques, elles ont mis, et on l'a eu encore récemment malheureusement sur Facebook, elles ont mis les marques dans une situation qui n'est absolument pas acceptable, qui est de les positionner à côté de contenus haineux, de contenus violents. La diffusion de la vidéo Christchurch sur le réseau Facebook est un sujet de société, mais c'est évidemment aussi un sujet pour les marques qui, elles, se retrouvent à cautionner finalement en finançant ces plateformes. Donc la question après, on aura peut-être le temps d'y venir, c'est que fait-on ? Une fois qu'on a fait le constat qu'en effet, le service est là, l'audience est là, mais que ces audiences et la manière dont le service est délivré par ces plateformes n'est pas suffisamment responsable, alors à ce moment-là, il faut les confronter. Il faut les confronter à la fois d'un point de vue économique, en s'associant, en poussant, en priorisant et en essayant de trouver des alternatives. Et puis, il faut aussi les confronter d'un point de vue réglementaire. Ça a été évoqué par les sujets d'autorité de la concurrence, nous-mêmes à l'Union des marques. Et moi-même, puisque je suis aussi au comité exécutif de la Fédération mondiale des annonceurs, parce que ces sujets ne sont pas franco-français, hein, ils sont mondiaux, nous confrontons les plateformes devant toutes les autorités pour demander à ce qu'un certain nombre de mesures soient prises. Pardon, je vais être très long, donc je m'interromps. Raphaël D'Andréis, donc vous représentez l'UDECAM. L'UDECAM, pour expliquer au public, c'est donc l'union des agences médias, les agences qui conseillent les annonceurs et qui achètent les espaces publicitaires. Donc vous travaillez beaucoup avec ces marques. Est-ce que vous partagez ce constat ? Parce que vous qui achetez de l'espace publicitaire pour beaucoup de marques, vous avez forcément besoin d'aller là où il y a de l'audience et donc de travailler avec ces plateformes. Alors oui, on partage, d'ailleurs on en parle énormément avec Jean-Luc et ses membres. On partage complètement le constat. Moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est que ce sujet, il faut le regarder de manière totalement, en tout cas c'est notre contribution au débat, de manière totalement rationnelle. Et si on le regarde de manière totalement rationnelle, on se dit, d'une part, c'est incontournable, mais d'autre part, il n'est pas rationnel qu'elles aient autant de domination. Donc je pense que ce qui consisterait à dire elles n'ont pas leur place ici, on est chez nous, n'a aucun sens. C'est très puissant, Jean-Luc l'a parfaitement, très innovant, parfait. Et en même temps, il y a d'autres solutions qu'il faut promouvoir. Alors que souvent, le réflexe, ça peut être le réflexe d'annonceur ou d'agence d'ailleurs, c'est de dire, bon, c'est ce qu'il y a de plus facile, c'est ce qu'il y a de plus simple, allons-y. Voilà. Et je pense que c'est là où on doit intervenir. Donc nous, ce que l'on croit, c'est que les agences qui sont en fait des tiers de confiance entre les deux, entre des annonceurs et des médias ou des plateformes, doivent réfléchir à comment trouver toujours les meilleurs cocktails de contact. Et donc dans les cocktails, vous avez des exemples ici, vous avez l'affichage par exemple, et donc un bon affichage dans le métro est un concurrent de Facebook, c'est ce qu'on appelle en jargon le haut de funnel, c'est des choses qui ne sont pas au moment où vous allez juste simplement récolter ce que vous avez semé, mais il faut bien semer de temps en temps si on veut récolter. Et donc l'affichage sème. Tids, qui est un grand partenaire des annonceurs français, aussi a une façon de faire la publicité digitale respectueuse du contenu, dans un mode ergonomique plutôt haut de gamme, à la fois est très efficace sur les ventes, mais aussi propose une expérience plus respectueuse, plus premium, si je puis dire, et donc elle a un effet sur la marque. Et enfin, je parle de Quant pour être très, très concret. Quant, nous, on se rend compte
chez Havas en particulier, parce qu'on suit Quant depuis longtemps, que quand vous arrivez à une asymptote d'efficacité avec, on va dire, les grandes plateformes américaines, il vous reste un complément, on ne va pas se mentir, Quant n'est pas encore un acteur dominant, vous y travaillez ardemment, mais c'est un complément. Par exemple, je vais être très concret, la plupart des fonctionnaires français sont sur Quant, donc quand vous avez fait le plein pour, je sais pas quoi, une banque en ligne sur les plateformes traditionnelles, on va dire, on va les appeler traditionnelles, tiens, il y a des solutions innovantes comme Quant, et là vous retrouvez beaucoup d'efficacité. Donc c'est pas simplement un combat idéologique pour défendre la French Tech, c'est juste que c'est efficace. Et donc nous, notre sujet, c'est de ramener ces plateformes à leur juste proportion. Elle est importante, mais il n'est pas rationnel qu'elle soit à ce point exclusive. Donc c'est quelque part s'en accommoder quand même, mais essayer aussi de s'organiser pour autre chose. Ben, s'en accommoder, bien sûr. Elles sont là, elles sont importantes. Donc il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, regardez comment on consomme les uns les autres. Donc oui, bien sûr, c'est innovant, c'est plein de bonnes... voilà, moi, je ne suis pas un régulateur. Je suis pas... Alors, on a un regard citoyen, nous, en tant qu'agence média, sur la chose. Et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, nous aussi, le sujet du fisc, nous aussi, le sujet de protéger les marques et les gens face à des contenus non maîtrisés, parce que ces plateformes, elles n'ont aucune envie de faire Christchurch ou d'être sur des trucs djihadistes. Le problème, c'est que c'est tellement gros qu'elles n'y arrivent pas, en vrai. Donc on a des gens de bonne foi débordés, parce qu'ils sont comme tout le monde, c'est tellement massif. Victimes de leur succès, presque, en fait, on pourrait dire. Oh, oui, voilà. Donc nous, on essaye, je dirais, de ramener ça à quelque chose le plus safe possible, le plus rationnel possible. Et quand on fait ça, on en arrive à la conclusion qu'il faut redire l'importance d'acteurs alternatifs. Petite précision à l'intention des spectateurs que vous êtes venus. Naturellement, on a convié les plateformes à venir participer à ce débat. C'est très difficile pour elles de venir dialoguer généralement en public sur ce genre de sujet. Valérie Descamps, vous représentez Média Transport, donc cette société d'affichage, de communication extérieure au sens large, qu'on retrouve dans le métro, dans les gares. Raphaël parlait de vous, Raphaël Leandris. Est-ce que pour vous, la montée en puissance de ces opérateurs, vous l'avez ressenti d'abord sur votre activité au départ, et est-ce que ces excès ne sont pas une chance, quelque part aussi, pour justement peut-être redynamiser votre activité ? Alors, dans l'affichage, dans la publicité extérieure, l'impact des GAFA, on ne la ressent pas directement au sens où on n'a pas de concurrence directe d'un point de vue technologique, mais on la ressent forcément dans la part de marché qu'ils ont pris. C'est évident. Vous rappeliez tout à l'heure que les GAFA, enfin Internet en tout cas mobile, bientôt en France sera le premier média investi devant la télé. Bon, donc on est tous et toutes impactés par ces géants. S'en accommoder, je crois que c'est même plus une question qu'on peut se poser, on n'a pas le choix. C'est comme si on se posait la question, est-ce que je suis pour ou contre la pluie ? C'est un fait. Les usages s'en accommoder, ça peut être aussi vouloir travailler avec eux. Ça peut aller plus loin que juste oui, dire... Oui, mais je pense qu'il faut quand même distinguer la partie usage, qui est profondément ancrée chez nous tous, et on y a tous trouvé un intérêt parce que c'est un service sans couture absolument extraordinaire. Donc de ce point de vue-là, les GAFA nous ont quand même apporté quelque chose, un progrès, il faut quand même le dire. Ils ont beaucoup de défauts, mais enfin, ils nous ont quand même beaucoup facilité la vie. D'un point de vue business, effectivement, si on prend le secteur de la musique, par exemple, ils ont commencé par le tuer, puisqu'on pouvait tous télécharger à une époque des musiques gratuitement. Et puis c'est eux aussi qui l'ont réinventé, notamment avec Apple Music. Et puis tous les autres qui arrivent, Google Music, etc. Et quand on voit le secteur de la musique, par exemple, je parle d'un autre secteur que le mien, j'y reviendrai parce que nous, on a cette chance, entre guillemets, c'est qu'on n'a pas de contenu dans l'affichage, et les GAFA ont fait beaucoup de tort dans les médias dits de contenu à cause de ces logiques de référencement et tout ce qui va avec. On est en plus dans les environnements de transport qui ne sont pas prêts de se dématérialiser. Donc nous, on est 100% physique et c'est la meilleure alternative qu'on puisse proposer aujourd'hui aux GAFA. Et je pense que ce n'est pas un hasard, Raphaël le rappelait tout à l'heure, si une régie comme Média Transport, pardon, je fais un petit peu la pub, 30% de croissance en 4 ans, il se passe quelque chose. On voit bien que les annonceurs cherchent des alternatives appropriées. Je reviens 2 secondes sur la musique. Parce que les GAFA viennent faire de la publicité chez vous.
Comment ? Je dis y compris les GAFA qui viennent faire de la publicité aujourd'hui dans la communication. C'est vrai que le premier annonceur, en tout cas l'année dernière, en 2018, c'était Apple. Premier annonceur. Cette année, il est détrôné par Netflix. Alors, il n'est pas encore dans les GAFA, mais c'est vrai que dans le top 10, vous retrouvez les mastodontes. C'est vrai. Si je reviens 2 secondes sur la musique. Donc, ils ont d'abord tué le secteur. Ils l'ont réinventé. Et finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le secteur de la musique, qui a été quand même revitalisé de façon assez exceptionnelle? C'est pas tant les albums en ligne qui font le business, c'est tout ce qui a été réinventé derrière, notamment sur l'expérientiel, les concerts qui se sont multipliés, les boutiques de vinyle. Donc ce que je veux dire, c'est que je pense que l'alternative possible par rapport aux GAFA, c'est surtout pas de chercher à les imiter. Ce sont les champions du monde dans la relation individuelle. Pourquoi essayer de faire pareil? On n'arrivera jamais à faire aussi bien. Donc nous, on est plutôt dans cette logique. De toute façon, dans l'affichage, vous n'avez pas de relation individuelle entre un voyageur et un écran. On est plutôt, nous, dans comment on arrive en tant que média physique à créer ce que les GAFA ne savent pas créer, c'est de l'émotion collective. Dans l'émotion, je mets évidemment de l'efficacité, hein. Parce qu'en général, quand on crée de l'émotion, on crée de l'empathie, on crée de l'engagement et ça marche derrière. Donc, je pense qu'on peut s'en accommoder sans forcément bidouiller, entre guillemets, avec eux. On a parmi ces géants une société avec laquelle on discute beaucoup, à leur demande. Pourquoi ? Laquelle ? Je ne peux pas en parler, bien évidemment. Parce que c'est incroyable. D'un point de vue régie publicitaire, nous, par exemple, chez Mediatransport, avec mes équipes, on se creuse la tête pour développer des KPIs sur le Drive to Store ou le ROI. Des KPI en français, c'est... Des indicateurs de performance, pardon. C'est de l'autre côté des GAFA, ils ont ça, évidemment, depuis un certain nombre d'années déjà. Ce qu'ils cherchent, eux, c'est comment j'arrive à créer ma régie comme créateur de notoriété d'image. Je trouve ça hyper intéressant. Alors on enchaîne. Tids, Geoffrey Larocca. Vous, en fait, Tids, on peut dire que a montré quelque part qu'il pouvait quand même y avoir de la place, puisque vous vous êtes développé en même temps que les GAFA quasiment. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait quand même ce marché où ils sont assis, leur domination n'empêchait pas quand même de pouvoir se développer parallèlement? Alors effectivement, on s'est considérablement développé, mais en termes de chiffre d'affaires, on est encore loin de leurs dizaines de milliards. Moi, pour répondre à la question s'organiser ou s'en accommoder, je pense qu'il faut bien évidemment s'organiser. Et il faut d'abord analyser. Et je trouve que la façon rationnelle qui était évoquée à la fois par Jean-Luc et par Raphaël tout à l'heure est intéressante. C'est-à-dire qu'il faut faire de la pédagogie sur qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années. Qu'est-ce qui a créé cette domination d'acteurs comme Google et Facebook. En fait, on a changé notre mode de consommation des contenus et de l'information. Avant, on allait dans un kiosque acheter un journal le matin, un hebdomadaire le jeudi. Aujourd'hui, notre kiosque d'accès au contenu, ce sont les newsfeeds, donc sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn. Ce sont les moteurs de recherche, évidemment, avec Google et Quant. Et c'est une nouvelle façon d'accéder à l'info et qui met un petit peu les médias au même niveau. Sauf que pendant qu'on a transformé notre mode de consommation à l'info, les médias eux-mêmes pensaient qu'ils étaient encore concurrents entre eux. Alors qu'aujourd'hui, ils sont de moins en moins concurrents. Ils ont mis du temps à s'organiser. C'est-à-dire que c'était très compliqué d'imaginer d'avoir Le Figaro et Le Monde travailler ensemble il y a quelques années. C'est ce qu'ils font maintenant depuis quelques temps. Or, on se rend compte que pour recréer la même puissance que des acteurs comme Google et Facebook, il faut que les médias se mettent ensemble. Tiz l'a démontré parce que nous, on est la plateforme média mondiale. On a réuni l'ensemble des médias partout dans le monde. En France, on représente 91% de la population française. C'est plus que Facebook, c'est plus que YouTube. Je veux dire, vous arrivez à toucher 91% Quand on met de la population. Ouest France, Le Parisien, L'Équipe, Le Point, Challenge, Melty, Démotivateur.fr, l'ensemble de ces médias, on arrive à avoir une puissance plus importante. Et puis derrière, il faut aussi redonner à César ce qui est à César. Ils ont créé des plateformes qui ont une formidable expérience utilisateur, où la pub, c'est un simple espace qui n'est pas intrusif, alors que pendant des années, on a voulu matraquer des publicités, vous mettre des pop-up partout sur votre mobile, ce qui n'a aucun sens. On a détruit énormément de valeur en ne travaillant pas sur l'expérience utilisateur. Donc c'est ce qu'a voulu faire Tids, là pour le coup, en imitant ce qui était bien chez les GAFA, puisque notre format publicitaire Tids, c'est finalement le même que sur Instagram et sur Facebook. La seule différence, c'est le contexte.
C'est-à-dire que nous, on affiche de la pub uniquement dans des médias de contenu. Et là, je reviens sur le terme de responsabilité qui était évoqué tout à l'heure par Raphaël De Andréis. La responsabilité des médias aujourd'hui, d'un point de vue légal, n'est pas la même que celle des plateformes. Les médias ont un statut d'éditeur, ils sont responsables pénalement du contenu qu'ils diffusent, ce n'est pas le cas des plateformes, et ça fait une différence notoire. Et quand je vois les dernières annonces, je pense qu'il faut insister sur le partage de la valeur. J'ai vu que Facebook avait annoncé un nouvel onglet qui va référencer, qui s'appelle News Tab, qui va afficher quelques contenus de presse. Et ils ont annoncé, je pense que ça va mettre à mal leur modèle économique ces prochains mois, ils ont annoncé qu'ils allaient donner 3 millions de dollars aux éditeurs américains. Et en France, ils ont annoncé qu'ils allaient aider la PQR française avec 2 millions d'euros de publicité offerte, ce qui leur coûte rien, parce qu'ils sont propriétaires de leur inventaire, donc ça leur coûte peut-être 100 000 euros, pour aider la PQR à avoir des abonnés numériques. 2 millions d'euros en France sur quoi, 1 milliard ou 1,5 milliard de chiffre d'affaires, 3 millions de dollars aux États-Unis sur des dizaines de milliards de chiffre d'affaires. Je pense qu'on se moque vraiment du monde. Et ça ne changera pas. Pourquoi ? Parce que ce sont des boîtes qui font des profits énormes, des dizaines de milliards de profits, qui sont cotées en bourse et qui, du jour au lendemain, ne pourront pas s'organiser pour partager cette valeur. Or, Tids s'est créé sur un modèle différent où nous, on partage la valeur. C'est-à-dire qu'on s'est créé en reversant des centaines de millions d'euros chaque année aux éditeurs dans le monde, des dizaines de millions d'euros chaque année aux éditeurs en France. Donc c'est possible de s'organiser et en même temps de partager la valeur. Et je vous invite enfin, si vous ne l'avez pas déjà fait, à regarder absolument ce documentaire sur Netflix qui s'appelle The Great Hack et qui vous donnera un peu une vision de ce sujet et vous fera comprendre que les médias de contenu sont essentiels aujourd'hui à la démocratie. Il faut vraiment s'organiser pour les sauver. Alors, petit rappel d'ailleurs, Google, en 2018, c'était plus de 136 milliards de dollars de chiffre d'affaires, Facebook presque 56 et Amazon presque 240. Ça donne une idée du poids économique. Tristan Nitto, vous représentez Qwant, vous êtes directeur général. Qwant, c'est ce navigateur qui veut concurrencer aujourd'hui Google Chrome et les autres. Et vous, ce que vous expliquez, grosso modo, c'est de dire que cette base sur laquelle reposent les GAFA, à savoir, on vous livre un service gratuit, vous nous laissez accès à vos données personnelles et on va pouvoir faire de la pub, vous appelez ça carrément un marché de dupes. Oui, effectivement. Donc, Qwant, c'est un moteur de recherche. En gros, un concurrent de Google, vous lui posez une question, il vous donne la liste des pages web où vous avez vos résultats. Donc, ce sont des résultats de recherche. Éventuellement, il y a de la publicité dedans. Et on ne peut pas laisser ça à Google ou à Facebook. Pourquoi ? Parce qu'en gros, un utilisateur Google en Europe occidentale, ça rapporte 60 à 90 euros par an. Et juste pour vous comparer ça à ce que coûte Facebook, tout compris, c'est de l'ordre de 3 euros par an. Donc à un moment, vous laissez toutes vos données personnelles et ça leur permet de générer beaucoup d'argent et vous récupérez un service qui vaut littéralement peanuts. Il vaut le prix de 2 ou 3 cafés au comptoir par an. Donc effectivement, c'est une arnaque, mais de toute façon, vous n'avez pas le choix, il y avait 0 marge de négociation. Donc c'est déjà un problème. Et surtout, ce n'est pas simplement vos données personnelles qui sont utilisées comme ça, c'est qu'elles sont utilisées aussi contre nous, citoyens, contre nos démocraties. Souvenez-vous de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, concrètement, c'est l'utilisation de données personnelles pour influencer des élections, le Brexit en Angleterre et l'élection de Trump aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on a utilisé ces données-là pour vous manipuler, ou manipuler des Anglais, des Américains. Mais je vous rappelle, le mouvement des Gilets jaunes, et peu importe mon opinion sur le sujet ou la vôtre sur le Gilet jaune, le mouvement des Gilets jaunes, il a existé sur Facebook avant tout. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Facebook sait ce que chacun d'entre nous qui a un compte Facebook sait si vous êtes pour, si vous êtes contre, si vous êtes indifférent. Est-ce que vous avez relayé du contenu sur les Gilets jaunes en approuvant, en détestant, parce qu'il y a une analyse de ce que vous estimez, enfin de vos commentaires. Est-ce que vous avez regardé des vidéos de Gilets jaunes jusqu'au bout ou pas ? Est-ce que vous les avez partagées ? Est-ce que vous les avez likées ou pas ? Ça fait qu'en fait, ils ont une cartographie pour chacune des personnes de votre opinion sur les Gilets jaunes. Et là, bientôt, dans quelques mois, c'est les municipales.
Et leur métier, c'est de vendre de la publicité en permettant de cibler les gens en fonction de leurs opinions. C'est formidable pour déstabiliser une démocratie. Et ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Hein. La différence avec les États-Unis, c'est qu'en France, la communication politique n'est pas permise comme elle peut l'être, en tout cas pour l'utilisation. Ah, mais ça veut rien dire, ça. Vous savez, il est interdit de faire des tas de choses qu'ils font quand même, mais sans nécessairement le réaliser. Par exemple, ils font aussi des petites annonces sur Facebook et ils ont permis aux gens qui font passer des petites annonces immobilières d'exclure volontairement des contacts handicapés. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut mettre un appartement en vente, il peut exclure les gens sur la base du handicap ou de la couleur de peau ou des opinions politiques. Évidemment que c'est interdit, mais ils le font depuis des années et les scandales se succèdent. Donc en fait, cette problématique de captation de données personnelles pour faire de la publicité ciblée, c'est-à-dire savoir qui vous êtes, combien vous gagnez, ce que vous pensez, quels sont vos goûts, quels sont vos intérêts, tout ça, en fait, c'est toxique pour la démocratie. Il y a des aspects positifs, ça finance la presse et c'est important de financer la presse, mais il y a un côté dangereux pour la démocratie. Ce qu'on peut faire, et ça a été abordé très brièvement dans la présentation d'introduction, c'est non pas de la publicité ciblée, où on doit tout savoir, et celle-là, elle est toxique, elle est dangereuse, mais faire à la place de la publicité contextuelle. Vous arrivez sur un moteur de recherche, vous cherchez soupe à la tomate, c'est ce qui arrive chez Quant, par exemple. Chez Quant, on ignore tout de vous, on ne sait pas qui vous êtes, on oublie immédiatement toute donnée sur vous, mais tout ce qu'on sait à l'instant T, c'est que vous venez de taper soupe à la tomate. Et donc, on se retourne vers les annonceurs et on leur dit, est-ce que quelqu'un est intéressé par les mots-clés soupe, tomate, ou juste soupe, ou juste tomate? Et donc, il peut y avoir des gens qui vendent du gazpacho qui disent, moi, je voudrais vendre du gazpacho, ou d'autres personnes qui vont dire, moi, je peux vendre un robot pour mouliner des tomates, et ce genre de choses. Et donc, on peut faire de la publicité numérique qui rapporte de l'argent et qui est éthique et qui ne met pas en danger nos démocraties et nos libertés individuelles. On a compris pour vous tous dans vos réactions, quand on parle de cette situation, il y a un mot qui ressort systématiquement, c'est la notion de responsabilité. On sent qu'il y a les pouvoirs politiques, vous l'avez dit Geoffrey tout à l'heure, commencent un peu à s'en emparer. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Merci Didier de l'avoir animé. Je vous laisse repartir en coulisses. Merci à tous.